Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique, c'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis paient la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici. J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance. Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique, c'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis paient la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici. J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance et d'être libérés de cette terrible présence venant du Nord. Vous nous exploitez terriblement. J'ai besoin que le canal du Panama revienne dans les mains du peuple panaméen. C'est tout. Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique, c'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique, c'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique, c'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis paient la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici. J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance et d'être libérés de cette terrible présence venant du Nord. Vous nous exploitez terriblement. J'ai besoin que le canal du Panama revienne dans les mains du peuple panaméen. C'est tout ce que je veux. Donc laissez-moi tranquille. N'essaie pas de m'acheter. On était en 1981 et en mai, Yamiroldos se faisait assassiner. Et Omar était parfaitement au courant de cela. Torrijos rassemble sa famille et dit « Je suis probablement le prochain. Mais ça ne fait rien, car j'ai réalisé ce pourquoi je suis venu ici. J'ai renégocié le canal. Le canal sera désormais entre nos mains. Nous avons fini de négocier le traité avec Jimmy Carter. » En juin de la même année, 2 mois plus tard, il s'écrasa aussi dans un accident d'avion, qui, il n'y a aucun doute, fut exécuté par les chacals commandités par la CIA. Une énorme quantité de preuves, dont celle d'un agent de sécurité de Torrijos, lui donna au dernier moment, alors qu'il montait dans l'avion, un magnétophone. Un petit magnétophone qui contenait une bombe. C'est intéressant pour moi à quel point ce système a continué presque de la même manière pendant des années et des années, hormis que les assassins économiques soient devenus de plus en plus au point. Puis, nous avons fait face à très récemment ce qui s'est passé au Venezuela. En 1998, Hugo Chavez se fait élire président, succédant à une longue lignée de présidents qui ont été très corrompus et qui ont littéralement détruit l'économie du pays. Et Chavez fut élu au milieu de tout cela. Chavez se dressa face aux États-Unis et il le fit principalement en demandant que le pétrole vénézuélien soit utilisé pour aider le peuple vénézuélien. Eh bien, nous n'avons pas aimé cela aux États-Unis. Alors, en 2002, un coup d'État fut arrangé. Il n'y a pas de doute pour moi ni pour la plupart des gens que la CIA était derrière ce coup. La manière dont ce coup a été fomenté était très caractéristique de ce que Kermit Roosevelt a fait en Iran.
de payer des gens pour sortir dans la rue, pour troubler, pour protester, pour dire que Chavez était très impopulaire. Vous savez, si vous faites appel à quelques milliers de personnes pour faire cela, la télévision peut donner l'impression qu'il s'agit de tout le pays et les choses commencent à bourgeonner. Excepté que dans le cas de Chavez, il a été assez intelligent et le peuple était si fortement pour lui qu'ils l'ont surmonté. Ce qui fut un moment phénoménal dans l'histoire de l'Amérique latine. L'Irak, effectivement, est l'exemple parfait de la façon dont le système entier fonctionne. Donc, nous, assassins économiques, sommes la première ligne de défense. Nous entrons, nous essayons de corrompre les gouvernements et de les faire accepter des prêts énormes qui sont alors utilisés comme moyen de les posséder littéralement. Si nous échouons, comme j'ai échoué au Panama avec Omar Torrijos et en Équateur avec Yamé Roldos, des gens qui ont refusé d'être corrompus, alors la seconde ligne de défense est d'envoyer les chacals. Et soit les chacals renversent le gouvernement, soit ils l'assassinent. Et une fois que c'est arrivé et qu'un nouveau gouvernement est mis en place, il sera au garde à vous, car le nouveau président sait ce qu'il arrivera s'il s'en écarte. Dans le cas de l'Irak, ces deux moyens ont échoué. Les assassins économiques n'ont pas été capables de percer Saddam Hussein. Nous avons essayé avec acharnement. Nous avons essayé de lui faire accepter des marchés très similaires à ce que la famille princière saoudienne a accepté en Arabie Saoudite. Mais il n'accepta pas. Et donc, les chacals ont débarqué pour l'arracher. Ils n'ont pas réussi. Sa sécurité était très bonne. Après tout, il a, à un moment, travaillé pour la CIA. Il avait été embauché pour assassiner un ancien président d'Irak et a échoué. Mais il connaissait les systèmes. Donc, en 91, nous avons envoyé les troupes et nous avons détruit la défense irakienne. Puis, nous avons présumé à ce moment que Saddam Hussein se dévoilerait. Nous aurions pu bien sûr le soutirer à ce moment, mais nous ne le voulions pas. Il est le genre d'homme fort que nous aimons. Il contrôle son peuple. Nous pensions qu'il contrôlerait les Kurdes et qu'il garderait les Iraniens dans leurs frontières et continuerait à extraire du pétrole pour nous. Et qu'une fois après avoir détruit son armée, qu'il se dévoilerait. Donc, les assassins économiques y retournèrent dans les années 90, sans succès. S'ils avaient réussi, ils seraient encore au pouvoir du pays. Nous lui aurions vendu tous les avions de combat qu'il voulait, et tout ce qu'il voulait. Mais ils n'y arrivèrent pas. Ils échouèrent. Les chacals n'arrivèrent pas à le récupérer à nouveau. Alors nous y avons envoyé l'armée. Encore une fois, et cette fois, nous avons fait la totale. Et l'avons retiré. Et par la même occasion, avons créé pour nous-mêmes quelques affaires de construction très lucratives pour reconstruire le pays que nous avions réellement détruit. Ce qui est une véritable affaire pour qui détiennent des sociétés en bâtiment. De grosses. Donc, l'Irak montre les trois étapes. Les assassins économiques y ont échoué, les chacals y ont échoué, et donc, mesure finale, l'armée s'y est rendue. Et c'est de cette manière que nous avons réellement construit un empire. Mais nous l'avons fait subtilement. C'est clandestin. Tous les empires du passé ont été érigés par l'armée et tout le monde savait qu'ils étaient en train de le construire. Les Anglais savaient qu'ils étaient en train de les construire. Les Français, les Allemands, les Grecs, et ils en étaient fiers. Ils avaient toujours quelques excuses telles que propager la civilisation, propager une religion, quelque chose comme cela. Mais ils savaient qu'ils étaient en train de le faire. Pas nous. La majorité de la population aux États-Unis n'a aucune idée que nous vivons pour le bénéfice de l'empire clandestin. Qu'aujourd'hui, il y a plus d'esclavage dans le monde que jamais auparavant. Donc vous devez vous poser la question, eh bien si c'est un empire, alors qui est l'empereur? Manifestement, nos présidents des États-Unis ne sont pas les empereurs. Un empereur est quelqu'un qui n'est pas élu, ne remplit pas de mandat et ne rend de compte à personne essentiellement. Donc, vous ne pouvez pas étiqueter nos présidents de cette façon. Mais nous avons ce que je considère être l'équivalent d'un empereur. Et c'est ce que j'appelle la corporatocratie. La corporatocratie est ce groupe d'individus qui administrent nos plus grosses La corporatocratie est ce groupe d'individus qui administrent nos plus grosses corporations. Et ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire. Ils contrôlent nos médias, soit par la possession directe ou par la publicité. Ils contrôlent la plupart de nos politiciens car ils financent leurs campagnes, soit au travers de corporations ou des contributions personnelles qui émergent des corporations. Ils ne sont pas élus, ils ne remplissent pas un mandat, ils ne rendent de compte à personne. Et au sommet de cette corporatocratie, vous ne pouvez distinguer si la personne travaille pour une société privée ou le gouvernement, car ils font toujours un mouvement de va-et-vient. Donc, vous avez un type qui est un moment le président d'une grosse société en bâtiment, comme Halliburton, et le moment suivant, il est le vice-président des États-Unis, ou le président qui était dans les affaires du pétrole.
Et c'est vrai, que vous ayez des démocrates ou des républicains dans l'administration, vous avez ce mouvement de va-et-vient, et dans un sens, notre gouvernement est invisible la plupart du temps, et ses stratégies sont exécutées par nos corporations à un niveau ou à un autre. Et encore une fois, les stratégies du gouvernement sont essentiellement forgées par la corporatocratie et sont alors présentées au gouvernement et deviennent des plans gouvernementaux. Il y a une incroyable relation d'intimité. Ce n'est pas une théorie du complot. Ces gens n'ont pas à se regrouper et comploter pour faire des choses. Ils travaillent tous essentiellement avec un principe fondamental, qui est de maximiser les profits sans se soucier du coût social et environnemental. Cette opération de manipulation par la corporatocratie au travers des dettes, corruption et renversement politique est appelée mondialisation.